Et donc, on va accueillir les artisans d'escottes. Les artisans d'escottes, en clair, ce sont les directeurs, enfin, quelques-uns des artisans d'escottes. Catherine Annette Valerio, je te donne tout de suite la parole pendant qu'il monte. Stéphane, du Scotters, c'est Strasbourg. Stéphane Bois, directeur du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. Laetitia Delorme, du Scott de Bayonne-Sudland. Michel Mayen, directeur du Cibarval, c'est Arcachon, et Tania Rizet, directrice du PETR du pays Charolais-Brionnais. S'il vous plaît, installez-vous, chers collègues, tous les 5, où vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de problème, vous connaissez bien. Parmi ceux d'entre vous qui vont évidemment monter dans les bus, il y a quelques chanceux. Ceux qui ont gagné un tour de circuit. Ah. Bien Céline, on va annoncer les gagnants. Je tiens à faire une réclamation d'ailleurs, parce que moi j'ai pas été sur la liste. Non, les animateurs n'étaient pas sur la liste. Ah oui, mais ça va pas là, on est plus dans... Mais ceci dit, il y a une anecdote amusante. J'étais venu que pour ça. Il y a quand même une anecdote amusante. C'est que pendant toute la phase où nous avons réalisé cette étude avec Martin et Alain, ils nous ont reproché à la fédération, et ils avaient entièrement raison, l'extrême masculinisation de nos instances, de nos interlocuteurs, de nos précédentes rencontres avec des tables rondes où il y avait quasiment que des hommes. La précédente, malheureusement, était un petit peu à l'image de ça. Et on avait quand même beaucoup de mal à trouver des dames dans nos tables rondes, dans nos instances. Ça va changer normalement dans les prochains temps. Et il se trouve que le tirage au sort d'aujourd'hui a désigné quasiment que des femmes. Donc quelque part, il y a une espèce de petit rattrapage. Bon. Allez Céline, je te laisse annoncer les gagnants. S'il y en a qui se désistent, il y a des remplaçants. Alors juste une petite précision, c'est l'hôtel Zénao, ça m'est revenu, c'est le rond-point de la Croix-Joyeuse. Voilà, ensuite du coup, j'ai 8 petits tickets à distribuer. Alors du coup, pour changer un petit peu ce qu'a dit David, et je tiens à le préciser d'ailleurs, c'est moi qui ai fait le tirage au sort avec des numéros aléatoires, donc c'est pas moi qui ai choisi que ce soit que des femmes. Du coup, le premier gagnant est Jean-Pierre Delcourt. S'il peut éventuellement, voilà. Je sais pas s'il est là, ou je lui remettrai après. Et ben, à la limite, tiens, je te donne et tu fais passer. La deuxième, c'est une femme, c'est Marie-Hélène Belleville. C'est la remise des prix. Troisième, c'est également une personne féminine, c'est Cécile Desconnin. Normalement, elle est dans la salle également. Elle est là-bas. Ensuite, Brigitte, alors je suis désolée si j'écorche le nom, c'est Gronwald peut-être. Où est Brigitte? Brigitte est là, c'est bon, repéré. Ensuite, Christophe André. Tiens, ça, où est Christophe? Il est là, c'est bon, repéré. Pour l'instant, il n'y a pas de désistement, c'est terrible. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Ils n'ont pas le choix, très bien. Christine Sanchez-Martin. Où est Christine? Ah, si, elle est là-haut, ça marche. Waouh. Et Aurore Dupont. Où est Aurore? C'est bon, elle est là. Et le dernier, alors il se trouve que c'est la seule personne qui m'a demandé s'il se trouvait parmi les personnes tirées au sort pour le circuit. Et la réponse est oui, totalement par hasard. Le hasard fait bien les choses, c'est Alex Guillet. Oh. Où est Alex Guillet? Il est là-bas, il est là-haut. Merci beaucoup, on enchaîne. Martin. Bon, est-ce que quelqu'un a compris comment on allait à Magny-Cours ce soir? Parce que si j'ai bien compris, il n'y a pas de place dans les voitures de course, donc il faut que je trouve un bus, et on m'a dit qu'il est interdit d'aller en voiture personnelle. Martin, Martin, ta mauvaise foi, moi je propose, si vous êtes d'accord, qu'on applaudisse David, qui se coltine depuis ce matin, je le vois courir dans tous les sens, que des problèmes de logistique. Bon voilà, c'est un lancement de table ronde qui s'appelle l'âge 2 des Scots, muter ou s'effacer. C'est comme ce soir, c'est prendre le bus ou jeûner. Moi je crains fort de... En général, sur ce genre de coup, je suis très mauvais. Oui, alors oui.
Voilà, comme pour tous les mauvais élèves, il y a un rattrapage. Il y a des fiches avec des horaires à l'accueil. À l'accueil. Et puis j'ai bien compris, un bus qui tourne 2 fois. Arrête de... Si on... Allez, C'est extraordinaire. on Ça continue. m'étonne pas que les Scots soient compliqués. Bon, alors, vous avez pages 16 et 17 dans ce document de synthèse qui est décidément précieux pour nos rencontres. Un bref texte dans l'état actuel des réflexions que nous avons ramassées de notre enquête auprès de vous, chers collègues, et de quelques autres dans la salle, sur ce que pourraient être les rendez-vous majeurs de la mutation des Scots. Parce qu'on arrive en fin de journée, on a à peu près compris, il y a une série de verbatim d'ailleurs qui le redisent, si on peut les faire défiler pendant que je parle les uns après les autres. On ne fera pas le Scott demain comme on l'a fait hier, ça c'est certain. Il y a peut-être quelques territoires qui vont s'y mettre dans une dernière génération en repassant par des chemins déjà fortement balisés. Enfin, globalement, et surtout au plan de la fédération, les rendez-vous stratégiques qui vous attendent, il va falloir les inventer et les réinventer. C'est ce qu'on a appelé, en guise d'hypothèse, l'âge 2 des Scots, en estimant que, et c'est un élément de débat, vous le réussissiez, vous survivez, vous ne le réussissez pas, et vraisemblablement, alors on n'a pas dit vous disparaissez, on dit vous effacez, parce qu'évidemment la loi est là, le Scot est le Scot, ok, sauf que on peut aller vers un schéma où à peu près tout le monde s'en fiche, et où l'essentiel des activités de l'action publique territoriale se joue ailleurs, les Scots retombant dans l'aimable sommeil qu'on peut savoir dans les contes pour enfants. Alors ça serait quoi l'âge 2 du Scot, et quels seraient les termes de cette mutation ? Finalement, avoir écouté les gens, y compris les derniers, y compris M. Martet ou d'autres, y compris notre intervenante Wallonne, qui n'était pas sans écho avec ce qu'on a raconté, on vous propose, et c'est ça la mise que je vous fais, sur laquelle je vous demande d'être vigilant pour réagir, 3 rendez-vous majeurs. Le premier rendez-vous, il y a eu pas mal de débats lorsque nous avons présenté ces travaux, notamment dans le comité technique, enfin dans le club technique et aussi un peu en conseil d'administration, c'est de passer de Scott d'abord porteur, essentiellement porteur d'une responsabilité réglementaire, à des Scots articulateurs de projets. De la responsabilité réglementaire à la fonction d'articulation de projet. On nous a dit, oui, attendez, on ne fera pas le second point sans continuer à faire les preuves sur le premier. Oui, bien sûr. De toute façon, d'ailleurs, les Scots qui s'élaborent, ils en passent bien d'abord par la responsabilité réglementaire, sur laquelle il va y avoir compétition, comme on vient de le voir. Bon, voilà, on maintient cette proposition. Quelqu'un a dit dans les verbatim, le Scot pour le Scot, c'est mort. Ce qui veut dire très clairement, le Scot qui aujourd'hui, le syndicat mixte ou le PCI ou la structure sorteuse, qui continue à travailler à fabriquer un Scot pour ce qu'on appelle réglementairement le document Scot, c'est fini. C'est son point de vue, il est carré. Nous, on écoute ça, on le ramasse et on vous le relie. Donc ça, c'est le premier tournant, ce qui était en filigrane dans l'intervention de notre collègue Wallonne, où il n'y a pas la moindre dimension de production réglementaire, c'est pas dans la loi belge, mais où il y a une quantité assez fascinante de capacités de projets, de leviers, de rassemblement et de convergence d'acteurs. La question finale, c'est finalement qui est-ce qui fait la cohérence et le développement ? C'est eux ou c'est nous ? Alors nous, ils nous regardent avec admiration, parce que nous fabriquons des objets réglementaires extraordinaires, mais je crois qu'on a pas mal à s'inspirer de ce que c'est qu'une stratégie d'articulation de projets publics et privés. Et ça, c'est notre première bifurcation. Les termes du débat sont les suivants. Est-ce que les Scots, en tant que structure politique, ont la maille pour faire ça ? Est-ce qu'ils ont la taille ? Est-ce qu'ils ont les compétences, les moyens, les compétences humaines, j'entends, est-ce que quand on est dans une structure où il y a 1, 2 ou 3 personnes, on n'est pas en train de se raconter des histoires par rapport à la capacité d'articulation de projet, et comment ils vont aller chercher cela ? Dans les temps de débat, nous avons eu, il y a longtemps déjà, au moment de l'Assemblée Générale, au mois de novembre, une petite métaphore de la part de collègues élus sur cette alternative, en disant il y a les Scots porte-avions, c'est-à-dire des structures qui vont accueillir de nouvelles fonctions, de nouvelles équipes, de nouvelles capacités de faire, et qui vont être effectivement articulateurs de projets, parce que finalement c'est le Scot, PETR, pôle métropolitain, PI, PNR, etc., etc. Pas tout en même temps quand même, mais enfin toujours un chaînage de différentes positions. Ça, c'est le modèle du porte-avions. Effectivement, on augmente en capacité. Et puis il y a le Scot commando, la petite équipe légère, qui est dans une certaine agilité, intelligence des situations, qui bouge dans un paysage où il y a tous les autres gros qui font et qui amènent de l'intelligence, des dossiers orphelins, du portage paradoxal, des déclenchements, des nouvelles prospectives, bref, qui anime le dispositif sans forcément l'intégrer, l'internaliser dans la structure Scot proprement dit. Première bifurcation, quoi qu'on choisisse,
comme réponse organisationnelle, doit-on aller, pensez-vous que nous irons à court terme vers ce métier, et peut-être est-ce déjà le cas, d'articulateur de projet, auquel cas, on a dit dans le texte, et ça vous interpelle, pourquoi vous vous appelez schéma de cohérence, puisque vous êtes une structure de convergence. Qu'est-ce que le mot cohérence vient ajouter à cette affaire, et qui était sans doute le mot clé de la question juridique, alors que vous fabriqueriez, dans une fonction d'articulateur de projet, le métier stratégique essentiel de produire de la convergence. Donc, le schéma de convergence, ou disons la structure de convergence, ou la stratégie de convergence, nous semble davantage décrire ce que vous pourriez être à court terme que la structure ou le schéma de cohérence. Ça, c'est la première orientation majeure d'un H2. La deuxième orientation majeure d'un H2, elle nous a été soufflée lors d'une bonne réunion autour de l'Interscot lyonnais. Je vais la caricaturer un peu, mais j'espère qu'avec la densité des choses qui ont été dites dans la journée, vous allez raccrocher et mettre de l'intelligence dans mon propos. Globalement, le SCOT a été inventé dans l'affiliation des schémas directeurs, etc., dans une stratégie bien française et obstinée de ce qu'on pourrait appeler la contention urbaine. Empêcher cette urbanisation proliférante de poursuivre ces logiques très nombreuses et complexes qui font que nous ne sommes pas satisfaits d'un modèle d'aménagement spontané, qui en fait il est fort peu, c'est un modèle du marché, et qui en met de tout partout, et qui finalement est en train de prendre le chemin opposé à celui d'un aménagement durable. Ok, ça a été l'axe fondamental, la doctrine, le cœur de doctrine de la question des SCOT, que celle de la contention urbaine. Alors il n'y a pas que ça, mais finalement le dur du dur, c'est quand même la question de la gestion des sols et de leur économie. Est-ce que les 15-20 prochaines années, on regarde devant et ça va venir vite, seront encore animées, portées par cette intention-là, cette doctrine-là, ce grand récit-là, cette bataille-là, qui prend parfois un petit peu la tournure d'une croisade, ou est-ce que le SCOT va progressivement s'adosser sur une autre nécessité fondamentale que on pourrait les uns les autres rassembler autour de la notion de transition. La question de la transition énergétique, écologique, alimentaire, territoriale, organisationnelle, sociétale, mobilitaire, la transition dans tous les domaines, devenant la clé majeure de à quoi on sert, quel bien commun on fabrique, qu'est-ce qui nous porte. C'est moins l'économie foncière, même si ça sera une composante toujours de ce qu'on est en train de se raconter, et beaucoup plus un autre horizon d'action, d'aménagement et de développement, qu'on pourrait appeler donc la transition. Qu'on a appelé dans le texte ici le SCOT assembleur opérateur de ressources, parce que au cœur de la transition, il y a cette question de l'économie des ressources, pas que foncière, de loin pas que foncière, de toutes les ressources, hydrographiques, alimentaires, énergétiques et beaucoup d'autres encore. C'est ce qu'on a vu ce matin avec, quand même, en Belgique, comment ils régénèrent un territoire qui en a pris plein la figure par l'économie circulaire d'abord et par l'écologie industrielle. Donc en retravaillant leur cycle de ressources et aussi parce qu'un EPCI qui est appuyé sur une ressource énergétique géothermique, c'est assez original. Combien d'entre vous produisez de l'énergie? De la vraie, hein, j'entends, que vous en consommiez beaucoup vous-même, j'en sens bien, mais voilà. Donc par-delà la contention, le SCOT, assembleur et opérateur de ressources, est-ce que ça, c'est un chemin pour vous? Est-ce que vous travaillez à ça? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que vous n'êtes pas sur ce sujet-là? En avez-vous un autre à nous proposer? Et on fera intervenir intérieurement un peu l'auteur de cette proposition qu'on a développée. Et puis le troisième sujet, le troisième axe de cet axe 2, de cet H2, pas de cet H2, et ça aussi c'est sorti déjà, ça a pointé un peu, c'est la question de l'interterritorialité. Bon, ok, le mot est devenu finalement relativement banal dans un certain nombre de discours et on a compris, de réflexion ou de posture, on a compris qu'il était devenu un enjeu absorbé par les SCOT grandissants qui ont d'abord à gérer leur propre interterritorialité, leur PCI, leur ville et campagne, bref, tout ce qui favorise de la coordination entre des composantes. Et composantes de plus en plus nombreuses, de plus en plus hétérogènes, ce qu'a dit Philippe Schmitt, parce que le SCOT grandit, donc ça veut dire plus d'hétérogénéité dans ce que ça rassemble. Et donc, il y a une interterritorialité du dedans qui est devenue quelque part presque banale dans le sens où c'est le job, c'est à l'agenda, il n'y a pas de doute. On ne va pas en reparler pendant 20 ans. C'est dans les gènes même du SCOT que de faire de l'interterritorialité dans son périmètre. Maintenant, le prochain rendez-vous, tout de suite, à 5 ans, à 10 ans, etc., n'est-ce pas l'interterritorialité du dehors, si je puis dire? C'est-à-dire les modes de coordination entre
les territoires de SCOT ainsi constitués, non pas parce que changer de regard, d'horizon et d'échelle, c'est une sorte de tendance perpétuelle, et à chaque fois qu'on a un horizon, on en change et puis on se retourne vers encore plus loin, mais parce que tout simplement la société, les fonctionnements collectifs, les trajectoires des ménages, les circulations, les solidarités dont Alain a dit que c'était le cœur de la question des SCOT, sociales, fonctionnelles, environnementales, économiques, elles sont dans cette interterritorialité là, élargie, externe, avec les voisins, avec les autres. Et là, il y a un petit temps à avoir dans nos débats sur ce qu'on appelait un interscot. Antérieurement, dispositif de coordination un peu méta. Il y en a finalement peu qui ont été, excusez-moi de le dire un peu brutalement, absolument décisifs dans le travail des SCOT, même si ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été utiles, ils l'ont été dans un grand nombre de cas, mais ils ne sont pas affirmés comme des objets structurants de la planète SCOT. Par contre, l'avenir de certains SCOT passant par des conventions de travail et des portages d'opérations de ressources, deuxième sujet, ou de projets articulés avec d'autres SCOT, peut-être pas des grands interscots, mais peut-être dans des biscots, dans des relations entre deux ou à trois, sur des thèmes précis, et il y a quelques expériences à la tribune à ce sujet. C'est peut-être ça le boulot des SCOT demain, c'est-à-dire l'endroit où les collectivités trouvent leur dispositif d'articulation avec les extérieurs, qui sont jamais si lointains que ça. Voilà, l'âge 2, ça serait donc ces trois axes de travail à valider, à contester, à débattre. Merci Martin. On a 30 minutes, j'espère qu'on nous donne un peu plus quand même, 15h15 17h15. Bon, on a 45 minutes, 6 intervenants et on aimerait entendre la salle. Vous n'avez pas du tout parlé jusqu'à présent. Donc, on va être dans un modèle commando. Donc, prenez pas toutes les questions, parce que là, 3, on est mort. Par contre, moi, il me semble qu'il y a beaucoup de dialectique, parce qu'on peut tout renverser. Moi, j'ai l'impression qu'un porte-avions, il peut faire du commando. Hein. D'ailleurs, l'avion porte-avions, c'est déjà un peu côté guerrier, et donc on peut faire. Donc, il me semble que c'est compliqué, du coup, d'entrer dans ce débat. Je vais vous donner la parole un peu sur le modèle. Maintenant, on fait ça à l'université pour les thèses. On dit c'est les thèses en 180 secondes. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est très drôle, mais ça marche très bien. Hein. Comment dire 50 travail en 180 secondes. Alors là, c'est pas tout à fait ce que je vous demande, mais j'aimerais que vous soyez serrés sur ce qui vous tient le plus à cœur dans ce débat, qui est très très large. On passera les micros dans la salle et on terminera sur le circuit Magnincourt ce débat très circulaire. Laetitia Delorme, je propose qu'on commence par vous. Donc, c'est sûr que par rapport à l'ensemble des sujets balayés, il y en a un en particulier qui nous tient à cœur. Donc, c'est celui de l'interterritorialité. Parce que je pense que la question des périmètres et la question des normes est derrière nous. Enfin, c'est plus un sujet parce que sinon on sera toujours dessus et donc c'est plus le sujet. Par contre, effectivement, c'est cette question de l'interterritorialité, c'est comment est-ce qu'on dialogue avec nos voisins. Alors effectivement, on a déjà à dialoguer au sein de notre propre SCOT, puisque nous fédérons 6 EPCI, mais on voit bien qu'on est déjà étriqué en fait sur nos marges, et donc il y a des sujets sur lesquels il faut absolument qu'on puisse discuter avec les voisinages. Mais donc là, on a engagé un travail nous sur la conférence des mobilités, on l'appelle pas interscot, parce que c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui se veut vraiment à géométrie variable en fonction des sujets. On envisage, pourquoi pas, d'imaginer un interscot, une conférence des territoires sur les dimensions littorales. On ira chercher beaucoup plus au nord, dans les Landes, des collectivités, pour voir comment est-ce qu'on peut aborder ces sujets. Et demain, dans la perspective de la recomposition territoriale, on a aussi en ligne de mire le fait de discuter avec nos voisins béarnais, parce qu'à ce moment-là, on va repartir, on va se recomposer complètement. Et je pense que ça sera vraiment, une de nos clés. Alors, il faudra en discuter avec la future instance, en fait, du syndicat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on travaille. Et c'est pas toujours facile. Mais Merci, oui, mais alors, c'est vrai que c'est amusant comme interterritorialité est entrée dans le langage. Tu veux dire quelque chose, Elle a un thème, cette interterritorialité. Elle n'est pas généraliste, autant que tu nous l'as raconté. Oui. Disons que j'ai évoqué un thème aujourd'hui sur lequel on travaille, c'est celui sur la mobilité. Donc, qui est un sujet facile pour traiter d'interterritorialité. Mais vous évoquiez tout à l'heure, je pense que c'est un peu les Scott Barbapapa, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une élasticité qui nous permet de rentrer au contact, en fait, avec nos voisinages. Alors, c'est pas de la plasticité, parce qu'il faut qu'on puisse revenir à chaque fois, quand même. Il faut à chaque fois qu'on puisse quand même revenir sur nos bases, mais en fonction des sujets, s'adapter à la question
Voilà, c'est ce qu'on essaye de... Merci. Je vous invite à lire la note de synthèse qu'on a fait et le rapport plus long qui dit interterritorialité, c'est articuler, assembler, organiser. C'est-à-dire qu'après, il y a en plus toute une déclinaison parce qu'on parle de plusieurs choses. Mais merci. Je propose qu'on continue très bien avec votre voisin, Stéphane Bois. Merci. Oui. Bonjour. Depuis ce matin, c'est très bien. Du coup, je réfléchis un petit peu à toutes ces questions. Et je me dis, on est en train, et notamment votre intervention liminaire, nous sommes en train tous d'essayer par tous les moyens divers et variés, et je vais reprendre une expression que j'ai entendue il y a une dizaine de jours de Daniel Béard, de gérer la ville en plus grand. Parce que c'est la ville, voilà, et du coup, on essaye de trouver une place pour des outils, et qui sont des outils, et de plus en plus, là, on en parle comme un objectif. Ce ne sont que des moyens, et je trouve que de plus en plus, ça devient un élément sur lequel on se focalise un peu trop. La ville en plus grand, ça veut dire articuler, et c'est votre intervention de tout à l'heure qui m'a fait penser à ça de ce matin. Voilà, il faut que ces gouvernances prennent leur place dans la scène politique de plus en plus, s'affirment dans la scène politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a de multiples gouvernements qui gèrent ce que sont les politiques publiques, et que du coup la place n'est pas tant... il faut faire ce document d'urbanisme, ça a toujours été à Nantes-Saint-Nazaire notre place. On a fait un document d'urbanisme qui est jugé par beaucoup comme étant trop light, ce n'est pas grave, on l'assume pleinement, mais on met l'action et le projet et les politiques publiques au centre du système. Pour nous, c'est agir sur différentes formes, c'est-à-dire que, je suis pas très clair dans mes propos, je suis désolé, mais c'est ne pas s'enfermer ni dans un cadre réglementaire, ni dans un cadre de gouvernance, c'est saisir les occasions de travailler avec des gouvernements qui travaillent sur différentes choses et prendre toute sa place politique dans le système, que ce soit avec l'État, que ce soit avec la région, que ce soit avec les communes, que ce soit avec les métropoles voisines, avec les territoires voisins, mais bien travailler ça, parce que si on se projette un tout petit peu, je me faisais cette réflexion tout à l'heure quand vous aviez commencé en disant les SCOT sont les rejetons des schémas directeurs. Schéma directeur 67, les SDO, devenu schéma directeur en 83, 16 ans. 2000, loi SRU, 16 ans les SCOT. Voilà, une quinzaine d'années. On évolue, c'est un cycle. Où se place-t-on là-dedans et comment se place-t-on à long terme si Philippe Schmitt l'a dit tout à l'heure, voilà, grand chambardement, oui, mais peut-être pas un deuxième ou un troisième. Donc si on se projette un tout petit peu plus et se dire quel rôle doit-on jouer dans la métropolisation qui, avant d'être quelque chose de territorial, est avant tout, et là c'est des propos de Martin, un espace politique, comment doit-on le travailler et comment peut-on agir mieux, oui, c'est ça. Pour moi, le SCOT, peut-être doit-il un jour s'effacer et laisser place à autre chose. Voilà. Juste te donner l'occasion comme j'ai demandé à Laetitia alors elle a joué avec la question de l'interterritorialité, mais c'est la mobilité qu'elle a mis dedans. Toi, je sais que effectivement, ce qui t'intéresse, ce qui vous intéresse collectivement, c'est de sortir du SCOT pour bien faire le SCOT, pour le dire rapidement, de sortir de la fonction du SCOT. On ne parle pas de territoire là, mais c'est autour de la question du paysage que vous êtes allé chercher de la mise en capacité de ce que tu appelles les gouvernements, c'est-à-dire des communautés de communes, dans un travail qui, du coup, correspond très exactement à articulateur de projet, opérateur de ressources. Là, elle est paysagère, la ressource. En quelques mots, très rapide pour... En quelques mots, effectivement, c'est l'idée de coproduire d'une manière générale. Coproduire l'action publique de manière transversale, coproduire des espaces publics, là, en l'occurrence, puisqu'on est un grand territoire et on est plus caractérisé par les espaces naturels et agricoles que par l'urbain. Donc, comment on coproduit communes, intercommunalités, pôle métropolitain, conseil départemental, conseil régional,
des espaces publics paysagers, pour à la fois prendre en compte l'histoire de ce territoire, d'où est venu le paysage, comment il est construit, mais quels sont ses risques, comment il doit être dans la résilience et au bénéfice d'usagers. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Si vous voulez plus de renseignements, je pourrais vous les donner, mais c'est l'idée de... Voilà, on est tous co-responsables et on doit tous aujourd'hui coproduire. Voilà, c'est l'horizontalité qui a été évoquée tout à l'heure, mais avec les gouvernements, et nous, qui sont les EPCI, dans mon vocabulaire, c'est ça, ce sont les EPCI, ce sont aussi les communes. Voilà, on ne les oublie pas dans le système. Mais nous, on est un accompagnateur. Voilà. Merci. On va continuer. Moi, ce que je retiens, c'est d'une certaine façon éloge du SCOT agile. En tous les cas, c'est l'idée de garder une légèreté ou de retrouver une légèreté dans un moment où on oscille. On va continuer. Oui, je propose. Tania Rizet. On repart. On continue sur le même principe. Alors donc, moi j'ai quand même, on est sur un territoire qui a peu d'expérience de SCOT, puisque nous, on a démarré à l'envers, on a démarré par un pays. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément la même approche que les territoires qui ont d'abord démarré en SCOT. Moi je pense que le SCOT, ça doit être un outil de développement du territoire avant d'être un outil réglementaire, même s'il y a une base réglementaire, qu'on doit gérer du foncier, des objectifs, etc. Et moi j'aime bien quand même l'idée du porte-avions qui est là justement pour accompagner l'impulsion de projets et coordonner différentes politiques. Nous on essaye de le mettre en place, voilà, on a un SCOT qui est exécutoire que depuis un peu plus d'une année maintenant, en mobilisant à la fois des outils financiers, parce qu'on a la chance d'avoir des partenaires financiers dans les contrats de pays, ce qu'on n'a pas forcément sur les SCOT, même si souvent il y a des objectifs entre une charte de pays et un SCOT, c'est pas la même chose forcément, un PADD, mais il y a quand même des choses qui se retrouvent. Et du coup d'être plutôt dans une logique d'accompagnement du développement du territoire, quitte à être un peu moins ambitieux sur des objectifs purement réglementaires. Nous, c'est le choix qui a été fait sur un territoire. Quand on est sur un territoire où il y a... sur 128 communes, il y en a les 2 tiers qui sont au RNU et 115 qui ont moins de 1000 habitants. On n'a forcément pas on peut pas avoir les mêmes objectifs de densité, etc., qu'on va avoir par exemple sur un territoire avec une grosse agglomération, avec une grosse pression foncière. Donc moi, je suis plutôt vraiment dans la logique du porte-avions. Avec un peu l'objet commando, c'est que voilà, quand il y a un petit projet intéressant lié avec un objectif du SCOT, par exemple la valorisation, la préservation des espaces agricoles. Quand on est sur un territoire qui a des AOP, par exemple, une structure, alors que ce soit une structure de SCOT, de pays, enfin peu importe, nous on est PETR, c'est pas le sujet, puisse donner un petit coup de pouce pour impulser certaines filières, par exemple, et ce qui est peut-être pas forcément le métier du SCOT au départ, quoi. Merci beaucoup. Je propose qu'on continue. Michel Maillan, à vous. Je suis un peu troublé par tout ce qui a été dit. Là, je me dis, déjà que le président m'a volé le mot subsidiarité tout à l'heure, je l'avais placé. Alors je le redis, je pense que le SCOT c'était pratique, parce que justement, il jouait le rôle des documents qui s'exerçait par subsidiarité. Ouais. C'est comme dans l'Europe, tous les pays y sont. Dans le SCOT, toutes les communes y sont, mais après, c'est comme la photo SCOT, quand quelque chose ne marche pas. C'est pratique, ça permet d'établir des choses, de passer un étage, une étape. Ça, je crains que l'agrandissement des intercos, qui sont plutôt dans le court moyen terme de gestion, finissent par vider le document de cette possibilité-là. Et pour moi, c'est vraiment un doute important. 2 mots sur l'interterritorialité. Il y a des préoccupations qui ne peuvent pas s'en dispenser. Je pense au transport. On est dans un secteur où, quand on a résolu nos problèmes, on est un SCOT qui n'est pas un SCOT rural, qui n'est pas un SCOT très urbain, il y a 150 000 habitants. Nos problèmes internes de transport ne sont rien à côté des problèmes que l'on a avec la collectivité voisine, Bordeaux. Donc, il faut forcément qu'on discute avec les autres. Et là, on se rend compte que ça suffira pas de travailler seulement avec le territoire d'à côté. Il faudra aussi travailler avec l'État, le département, la région, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Donc la limite de l'interterritorialité, là, elle va être un tout petit peu plus complexe, un peu différent si on parle de développement économique. Donc, opérateur de ressources, on est dans un secteur où on a beaucoup de possibilités en matière d'énergie nouvelle.
Donc effectivement, aujourd'hui, on est en train de se découvrir des tas de possibilités dans le domaine, parce qu'il se fait des tas de choses sur la région, parce qu'on a déjà des tas de potentialités, et que c'est un sujet qui rassemble les élus. Alors dans ce sens, on est devenu articulateur de projets sans le vouloir, en se lançant sur quelque chose qu'on avait mentionné dans le SCOT, mais qu'on n'avait pas travaillé plus que ça. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, ça devient un sujet très intéressant. Enfin, je ferai une dernière remarque, c'est que de tout ça, quand même, j'ai jamais entendu parler du mot habitant du territoire. Il n'y en a pas un seul qui l'a prononcé depuis tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on leur demande ce qu'ils veulent. Je parle souvent au service de l'État de la monomanie de la consommation d'espace. Pierre Miquel, qui est là, l'a déjà entendu de ma part dans une autre réunion. C'est important, certes, il faut le traiter, certes, mais on ne peut pas juger les documents que sur ce seul aspect. C'est qu'une toute petite partie d'un SCOT. On a des tas de choses à faire, le développement économique, les transports, la façon d'habiter. Je pense qu'il faut faire attention aux modes. Hein. Il y a 5-6 ans, on voulait tout mettre au-dessus et à côté des gares. Jusqu'à ce que la SNCF nous dise oui, mais on n'a plus de sillon. Ça va peut-être pas le coup. Faire attention aux effets de mode. Donc là, on est sur la monomanie, consommation d'espace. On a plein d'autres choses à faire. Merci beaucoup. Donc, on a eu le porte-avions, on a eu la subsidiarité et quelques alertes. Et maintenant, avec Catherine Adnet-Valerio. Alors, moi, je voulais intervenir sur 2 points par rapport à ce que vous avez dit. D'une part, sur la question du périmètre et d'autre part, sur le contenu même du document et son fond réglementaire. Sur la question du périmètre, nous, alors ex-Alsace maintenant, puisqu'on est dans le Grand Est, il y a 15 SCOT. Donc une région qui était petite et beaucoup de SCOT qui maintenant est inscrite dans une grande région, le Grand Est, avec 32 ou 33 SCOT. Donc là, aujourd'hui, il y a tout un débat qui est mis en place sur la question de la taille des périmètres. Est-ce que c'est encore viable d'avoir des périmètres, enfin autant de SCOT sur un si petit territoire? Il y a des discussions en cours actuellement, notamment avec les élus dans le cadre d'un interscot. Il y a ce premier point-là, et puis un deuxième élément qui vient aussi percuter tout ça, c'est le nouveau découpage intercommunal qui fait fortement bouger les lignes des périmètres de SCOT, notamment dans le Bas-Rhin, et qui du coup réinterroge aussi ces périmètres de SCOT. Est-ce qu'on va rester à 15 périmètres de SCOT? Est-ce qu'on va pas se retrouver avec des SCOT un peu étriqués, notamment autour de la région de Strasbourg? Le SCOT de Strasbourg va perdre plusieurs intercommunalités. Donc la question se pose de savoir si demain c'est encore pertinent ou pas d'avoir un SCOT autour d'une métropole qui elle-même a un PLUI. Il faudra rediscuter toutes ces questions. Et je pense que les débats avec le SRADET vont permettre de revisiter les lignes et de re-questionner les périmètres de SCOT, en tout cas en Alsace. De mon point de vue, il est nécessaire que ça bouge, parce que sinon on risque à ne pas vouloir muter, pour reprendre votre expression, tous ensemble. Je pense qu'on risque de s'effacer, mais définitivement tous ensemble. Donc ça, c'est mon point de vue. Ça, c'était sur le premier point. Et sur le deuxième point, sur la question du volet réglementaire du SCOT, est-ce qu'il est trop ou pas assez réglementaire? Je m'interroge et je me dis que peut-être que le fait que certains SCOT, alors en tout cas chez nous, en Alsace, sont très réglementaires, voire pour certains quasi du niveau du PLUI. C'est pas. Alors, il fut un temps où c'était intéressant et les services de l'État nous disaient d'aller dans ce sens-là. Mais du coup, je me dis qu'avec tout ce chambardement, comme vous l'appelez, cette zone de turbulence là qui s'annonce, est-ce que c'était pas se tirer une sorte de balle dans le pied sur le fait de dire maintenant on a un SRADET qui va nous imposer des choses, des PLUI qui vont avoir des contraintes réglementaires, et si on veut redevenir un outil qui est un document qui est plutôt sous l'angle stratégique et moins sous l'angle réglementaire, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, nous, sur certains documents de SCOT? Alors on peut toujours faire marche arrière, et je pense que ce serait en tout cas une bonne chose pour la survie des SCOT, si on considère que il faut qu'il y ait encore un SCOT demain entre un SRADET et un PLUI. Voilà. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, moi je trouve intéressant, il y a un débat qui finalement ressort et revient, on est entre XS et XXL. C'est-à-dire que la question de la taille, mine de rien, elle revient, et elle n'est pas prête, avec beaucoup de questions, quelle que soit la taille sur laquelle on parle. Ce que je vous propose, c'est bien, merci d'avoir été comme ça à l'essentiel. On ouvre la parole à la salle qui, cet après-midi, n'a pas encore pu s'exprimer. Alors, on ne va pas jouer avec des cartons du vert, du bleu. C'est une parole ouverte. Il y a certaines paroles que j'attends plus que d'autres. Mais la parole est ouverte. Moi, j'aimerais des réactions, des commentaires, des avis. On
on est maintenant sur le débat de l'âge 2, qui est sans doute le plus facile parce qu'on peut tout dire, mais le plus compliqué parce qu'on est particulièrement, moi je trouve qu'on est particulièrement désarmé, quel que soit le secteur d'action publique dans lequel on intervient, pour tracer des lignes, et les professionnels sont les premiers dans ce questionnement. Les micros sont dans les travées, et je vous propose de vous emparer des débats. Vous pouvez vous emparer des débats sur tout le cheminement de l'après-midi, et pas seulement sur cette table ronde. On termine on se donne 20 minutes d'échange tous azimuts. C'est parti. Patrick Bellédier, responsable du SCOT du vignoble nantais, donc voisin du SCOT Métropole de Nantes-Saint-Nazaire. Oui, j'ai bien aimé effectivement le recentrage sur l'habitant, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer la qualité de vie des habitants. Alors concernant le SCOT et les interrogations dans le grand chambardement dont nous parlons, aujourd'hui nous sommes 4 communautés de communes sur le vignoble. Nous allons fusionner et nous n'en aurons plus que 2. Et il est fortement question de PLUI. Moi, je vois que comme rôle du SCOT, c'est d'être tout simplement une ressource pour les PLUI, c'est-à-dire à les accompagner, et puis dans les 2 communautés de communes qui désormais feront le territoire, être aussi un lien, j'aime bien le mot ciment, sur le plan de l'aménagement du territoire. Et ensuite, il y a l'autre dimension qui a été évoquée aussi, c'est que si le PLUI a un caractère interne, je pense que le SCOT aussi peut avoir le caractère externe, c'est-à-dire aller voir les autres. Donc il y a des appels qui sont faits, Stéphane, auprès des responsables depuis longtemps. Le problème, effectivement, c'est l'organisation. Aujourd'hui, ça se fait par le département et personne n'est satisfait parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas du tout. Et le SRADEP peut être un élément, c'est-à-dire qu'il va se faire sur un territoire à partir d'éléments, et je me demande si ce n'est pas les SCOT qui peuvent faire remonter un certain nombre de choses pour que ce schéma régional puisse prendre de la place. Alors, PLUI, intercommunalité, SCOT qui soutient en quelque sorte les PLUI, le SCOT deviendrait un peu un ministre des Affaires étrangères des EPCI, ensuite la région, et derrière la région il y a l'Europe. Alors que le SCOT soit aussi constructeur de l'Europe, je crois que c'est très dynamisant. Si je peux me permettre une petite question de technique de construction, quand vous disiez ciment, c'est pas béton, donc c'est ciment pour faire tenir les pierres ensemble. Absolument. Merci. Bon, ministère des Affaires étrangères, je retiens. D'autant plus que dans ce débat, on l'a pas dit, la fédération cherche à croiser les paroles. On pourrait très bien arriver à la conclusion que finalement, il n'y a pas de modèle de SCOT et qu'il faudra penser des modèles différents selon les configurations régionales. Et si on pousse le bouchon de la subsidiarité et du fédéralisme, on peut très bien imaginer des philosophies SCOT très très différentes en Bretagne et dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai dit au hasard, j'ai dit. On continue les interventions, les mains qui se lèvent. C'est parti, de l'autre côté. Alors, David Bourgeois, SCOT de la Rajoie. Martin, je pense que ça doit être 2 mois, ça. Faire du SCOT pour du SCOT, c'est mort, je pense. Je te remercie, hein, je pense, après Monsieur Carnaval. En fait, il a vu qu'une seule personne et il a écrit toute sa partie de rapport. Non, mais si c'est enregistré à titre posthume, mes enfants pourront... On pensera à tapir ton ballon. 1%. Oui, beaucoup de choses par rapport à ce qui a été dit. J'ai pris peur aussi dans ce que j'ai entendu. Je pense que un SCOT, ça présente déjà... La structure d'aujourd'hui, c'est un double avantage. Déjà, mais on ne le dit pas assez. Premier avantage, c'est que nous sommes un espace d'interterritorialité. Nous sommes. Et nous sommes un espace intégrateur de politique publique. Et je parle parce que j'entends des structures associatives ou autres qui se défendent, c'est normal, c'est juste titre, hein, qui font du SCOT, qui portent des SCOT, et qui auraient tendance à rentrer en concurrence avec les syndicats mixtes, ou tout au moins les structures porteuses de SCOT. Et je trouve qu'il n'y a pas lieu, il y a certainement de la place pour tout le monde. Il y a une chose que j'ai pas entendue.
et ça a eu, on en a débattu beaucoup en club technique national des SCOT, c'est la notion de projet de territoire. Un Schradet, si j'ai bien compris, grosso modo, ça va être un projet de territoire. Un SCOT, c'est un projet de territoire. Un PLUI, c'est un projet de territoire, et il y a même des territoires qui font faire des projets de territoire. Et donc, l'après-SCOT, ou le SCOT H2, est-ce que ce sera le vrai projet de territoire? Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup. Martin, tu veux faire un commentaire? Oui, c'est bien sûr que cette question, vous l'avez déjà posée en comité technique. Alors, l'exercice de la recherche-action, c'est un peu un exercice de prise de commodité. Quand on n'a pas la réponse, c'est normal, c'est de la recherche. Donc, nous n'avons pas fabriqué le mode d'emploi du SCOT à 10 ans, vous permettant de vous retrouver dans les rendez-vous qui vous arriveront certainement. Et cette question-là, je pense qu'elle relève vraiment pas d'une prémonition technique ou d'une expertise, ni même d'une règle de subsidiarité sur laquelle il y aurait, à mon avis, pas mal de réflexions à conduire. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on aura du bénéfice à ce que la question du projet soit portée à tous les étages, comme pour l'instant, comme tu viens de le dire, en gros, le cadre de travail nous y invite. Et effectivement, c'est pas parce que les intercos font des PLUI que les communes ne vont pas revenir vers le projet de ville, vers le projet municipal, et la sollicitation est déjà là, avec notamment des communes qui disent « ouais, il faut que je retravaille ma territorialisation », donc tu peux encore ajouter des couches dans cette montée en projet de tous. Est-ce que c'est ça, finalement? Est-ce que c'est cette complexité-là qui fabrique du projet? Et puis votre boulot, ça sera sans doute d'ajouter une couche, votre couche intermédiaire, dans le niveau qui est le vôtre, qui est intercommunautaire, et peut-être aussi de mettre de la cohérence entre tous les niveaux. Ou est-ce que, règle de subsidiarité, il serait nécessaire d'énoncer un chef de file du projet, laissant à la région la responsabilité de porter des grandes politiques de réseau, ou des grandes politiques d'équipement, ou des grandes politiques de développement, laissant à l'interco la responsabilité de porter le cadre réglementaire qui s'oppose aux tiers, et c'est quand même pas votre job. Et puis vous seriez donc le SCOT stratège qui porte la vision, qui finalement produit un peu le PADD pour que les autres le récupèrent. Un peu comme le collègue a dit pour le Pays nantais, nous allons quand même être un cadre qui va rendre service au PLUI. Parce que le boulot qui est fait, ils ne peuvent que s'en inspirer. Franchement, c'est pas pour me défiler, mais cette question-là, si on n'a pas écrit des choses, c'est que vous n'en avez pas parlé, les uns et les autres, que le schéma reste ouvert, et s'il le reste, c'est vraisemblablement, comme vient de le dire Alain, qu'il n'y a pas de modèle à s'imposer, et qu'il va falloir accepter d'être dans une situation très hétérogène, où à certains endroits, la compétition des projets ne sera pas une bonne chose. L'épuisement des élus vous le signalera, et quelqu'un commencera à dire, attendez, on ne va pas recommencer à tous les étages la mécanique qui consiste à fabriquer un projet de territoire. Donc il faudrait savoir exactement à quel niveau on le niche pour laisser les autres niveaux assumer d'autres responsabilités. Et dans d'autres situations, il est vraisemblable que, au contraire, il y aura une revendication sur la nécessité d'articuler des intelligences qui sont construites dans des proximités, des systèmes plus en réseau, parce que quand on est sur un périmètre de 80 km, c'est bien du réseau dont on parle, etc. etc. Voilà, je me défile en disant que la question reste ouverte parce que c'est de la recherche, ça renvoie à votre propre capacité à avoir énoncé des perspectives. Nous n'avons rien inventé, vous nous avez écouté. Mais en même temps, je pense que la vérité de cet échappement, la réponse nous échappe un peu, est sans doute dans le fait que vous allez produire des réponses très différentes à cette question-là. Un projet ou une articulation de projet, un chef de file ou surtout pas. Et vraisemblablement, il y a des endroits où l'on en a besoin et d'autres où c'est le contraire qui importe. Ce qui fait que là, sur ce sujet, comme sur plein d'autres, Alain est très excité de cette montée en fédéralisme, mais on voit bien aussi, et c'est un vrai défi plus général, qu'il y a une montée en hétérogénéité. Bonjour la fédération, des gens qui font tous différemment.
Hein, mais c'est pas que votre problème, c'est le problème de la DCF, c'est le problème sans doute de l'ARF, avec des régions de la taille d'un pays qui côtoient des régions qui sont demeurées des régions assez identitaires. Hein. Quand on mettra la Bretagne en débat avec le Grand Sud-Ouest, qui n'a pas encore de nom, ça sera facile, je sais pas, peu importe, ça, on ne sera pas tout à fait dans les mêmes registres. Bon, c'est un nouvel horizon, ça fait partie vraisemblablement de la question de l'âge 2, que de savoir piloter, se retrouver et converger dans un monde où il y a plus d'hétérogénéité, à la fois dedans, au périmètre plus grand, ils vous mettent dans des situations, Laetitia avec le Pays Basque, maintenant c'est un SCOT de Bayonne jusqu'au fin fond du pays de Soule, avec des communes de quelques dizaines d'habitants, donc là l'écart est maximum, l'amplitude est maximale, et puis entre les pièces elles-mêmes, alors même qu'elles ont besoin de se parler, de se reconnaître et de converger, principe de fédération. Je suis désolé de ne pas apporter de croyances fortes, mais l'essentiel, c'est qu'on s'entende sur les sujets sur lesquels on va être défiés collectivement. Oui. Justement, moi je pense que la force des SCOT, c'est leur souplesse. Et c'est leur souplesse pour que ce soit dans l'articulation horizontale ou verticale. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait percoler. C'est pour ça tout à l'heure, tu évoques l'évolution du périmètre. Moi, j'ai pas envie qu'on commence à se faire peur avec les périmètres, parce que je pense qu'en fonction des difficultés éventuelles que l'on rencontre, qui sont pas toujours des difficultés, qui sont aussi des opportunités, on s'adapte, on adapte notre action. Alors moi, j'ai cité la dimension interterritoriale. Pourquoi ? Parce que ça rejoint ce que disait Michel Maillinck. On n'a pas les moyens de mettre en œuvre notre SCOT, en fait, à notre échelle sur certains sujets, donc il faut qu'on aille dialoguer avec les voisins. Et globalement, on n'a plus les moyens d'imaginer faire, chacun son réseau de transport. Donc, si on se parlait, peut-être qu'on va bricoler des solutions et finalement être plus efficace sans forcément dépenser d'argent. Voilà ce qui nous a guidés au départ. Mais cette approche-là, elle est à nuancer, je suis d'accord, mais de manière transitoire, ça peut fonctionner. Enfin, nous, on a vraiment des exemples concrets sur lesquels, sur de l'information voyageur, on s'est dit, on a peut-être des choses à faire ensemble plutôt que chacun imagine son propre outil. Ça nous semblait quand même aussi un peu du bon sens, mais c'était pas une évidence au départ. Bon, je prends cet exemple, mais il y en a des tas d'autres. Et je pense que ponctuellement, on va activer tout ce que vous avez évoqué comme piste. Il suffit qu'on change 2% de notre ADN et on change fondamentalement. Mais 98% demeurent. Donc je crois qu'on est là-dessus. C'est là où ça va bouger et chacun va pas forcément... c'est pas les 2% les mêmes pour tout le monde. Donc je pense que c'est dans cette souplesse, cette adaptabilité. Et on continuera à produire du projet que j'espère ambitieux, qui sera... plus proche, je pense, effectivement, d'une gestion des ressources ambitieuse, mais on continuera aussi à avoir le quotidien, répondre, accompagner les communes, donc moi je vais plus dire des intercommunalités, mais bon, des territoires de projet sur des sujets particuliers. Tu le dis très justement, nous on aura un enjeu agricole qui sera pas le même si on est sur l'agglomération bayonnaise ou si on est à l'intérieur du Pays Basque, en zone de montagne. Et pour autant, ce sera un enjeu majeur. On aura à construire de la transversalité. Mais on ne travaillera pas de la même manière en fonction des élus qu'on va rencontrer, de leur niveau de technicité, de ce qu'ils ont envie de faire aussi. Je ne sais pas si on redécouvre des choses qui étaient dans nos gènes, en fait. Alors, on touche à l'ADN, mutation transgénique. Je ne sais pas si on va aller sur ce terrain, mais c'est intéressant parce qu'il y a peut-être ce débat. On prend encore, on a deux mains, 3 mains, puis 4 mains, ils se lèvent dans la salle. C'est parti. On commence au milieu, excusez-nous, et on descend ensuite. Allez-y. Bonjour, donc je vais aller relativement vite puisque manifestement il y en a 4. Moi, je voulais reposer la question dans ce grand chambardement. Moi, ce qui m'inquiète personnellement, c'est que parallèlement, on a au niveau des lois, systématiquement la prise en compte du poids de population qui vient chaque fois accompagner les changements qu'on connaît. C'est-à-dire, on a un travail sur un secteur, un PETR, il faut prendre en compte le poids de population. Les EPCI, leur conseil communautaire a bigrement changé parce qu'il faut prendre en compte le poids de population et on a donc assisté dans des zones qui étaient pour le coup peut-être plus rurales qui avait une sur-représentation avant des secteurs ruraux à des équilibres qui ont complètement changé, qui ont d'ailleurs, pour notre secteur, fait basculer, je dirais, les présidences de PCI et pour le coup, les équilibres territoriaux des discussions que nous avions. Donc moi, je pose la question,
ce qui me paraît très important, si on doit maintenir ce principe de convergence, de cohérence, je me suis aperçue, et au début je pensais que ça allait être un frein au débat territorial, mais le gage de confiance qu'on peut donner à un territoire, c'est que la plus petite unité se sente en capacité d'être représentée. Ça nous fait des conseils syndicaux, des comités syndicaux pléthoriques, mais c'est ce qui est le gage, à un moment donné, de la discussion territoriale. Quand on a des secteurs où on passe de la commune-centre qui a 40 000 habitants à des communes périphériques dont la première ensuite a 3 500 habitants, cette gouvernance, dans cette représentativité dans la gouvernance au niveau des SCOT particulièrement, ça me paraît être un gage de succès et de pérennité des discussions qu'on a énormément du mal à lancer dans des secteurs où l'intercommunalité n'est pas une tradition historique. Donc on rentre, et j'en arrive au deuxième point, sur le fait qu'on rentre pour le coup de plein fouet avec le problème de l'ingénierie territoriale. Aujourd'hui, cette ingénierie territoriale, elle était de fait beaucoup plus développée et, entre guillemets, clairement financée dans des dispositifs qui se disaient de projets par rapport à des dispositifs que l'on qualifiait de réglementaires. Mais il s'avère que dans beaucoup d'endroits, ce sont les SCOT qui ont bousculé un petit peu les façons de faire, qui ont procédé aux arbitrages et qui sont arrivés à faire émerger des projets qui étaient plus convergents et plus cohérents. Et ça n'était pas les structures dites de projets qui, avec toute la batterie de contractualisation, qui les faisaient sortir. Donc, ce qui me paraît important, c'est de ne pas... moi, je souhaiterais que la fédération porte aussi ce message. Le SCOT, ça n'est pas un document. Le SCOT, c'est ce qui se passe sur le territoire autour de la constitution de ce document. Et alors, pour le coup, dans sa mise en œuvre, c'est puissance 10, quoi. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'une mise en œuvre d'un SCOT, on peut faire des tas de choses différenciées. Voilà. Donc, si on veut sortir un peu de cette question réglementaire, il est important, et votre boussole me paraît très intéressante, pour dire que ça nous permettra peut-être, pour certains d'entre nous, à dire qu'on peut aller sur du projet, même si on est cartographié dans le paysage institutionnel comme des gens de programmation, de planification, voilà. Et le dernier point, je trouvais que c'était très important cette notion de projet de territoire, parce que au vu de ce que ressemblent nos régions aujourd'hui, il y aura nécessairement dans ces grandes régions des zones qui sont très urbanisées et des arrière-pays. Et on a très souvent une vision régionale qui s'attache beaucoup, parce qu'il y a des tas d'enjeux en termes d'emploi, de développement, et ainsi de suite, dans les parties les plus urbanisées, à concevoir ces espaces périphériques comme des espaces de respiration des villes. Et je trouve que faire sens, c'est-à-dire qu'il y a un projet de territoire dans ces mêmes espaces de respiration, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent, il y a aussi du développement qui se fait, et que l'économie du tourisme, l'économie agricole, toutes ces économies-là sont autant des économies de développement. Voilà. Donc il n'est pas indécent de parler de projet de territoire à plusieurs échelles, histoire de pouvoir tout simplement faire remonter auprès des régions et dans les débats que l'on a ensemble sur le fait que les territoires, ils ont leur propre logique aussi de vie et de développement, et ils ne sont pas simplement des accessoires des centralités. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments, donc je propose qu'on enchaîne, on descend de quelques rangs. Et pendant que le micro passe, moi je retiens, il y a plusieurs éléments, je retiens surtout l'esprit des lieux doit toujours être présenté. C'est-à-dire qu'une commune qui a 15 habitants, il y a un esprit des lieux qui doit quand même être dans l'idée SCOT, et ça, il faut l'intégrer. On continue. Ah. Oui, je vais revenir sur la notion de l'âge 2, parce que j'ai l'impression qu'on a déjà tout ce qu'il faut, on a toutes les strates nécessaires, on a le réglementaire, on a la cohérence, la convergence, on a des réflexions sur les périmètres, mais on n'est pas dans l'action. Et je voudrais revenir sur ce que nos amis belges nous ont présenté ce matin, où là, ils sont dans l'action. Et ce qui est caractéristique, c'est que cette action, elle va nous impacter. Je vais prendre l'exemple simplement du canal Seine-Nord. Le canal Seine-Nord a reçu 10 fois plus de fonds européens que l'axe Seine. C'est-à-dire que le port du Havre
n'est pas le port principal de la région parisienne. Donc, il nous manque maintenant ces outils qui seront la continuité de ce que toutes les réflexions, de toutes les recherches qu'on a fait, de tous les travaux qui sont faits. Il nous manque les outils d'action à une échelle qui dépasse largement nos petits périmètres de SCOT, quel qu'il soit, mais qu'il soit à une échelle interrégionale, voire même nationale, parce que la concurrence, c'est pas le SCOT d'à côté, c'est pas la ville d'à côté. La concurrence, elle est à Anvers, à Rotterdam ou à Hong Kong. Oui, tout à fait. Merci. Autre angle vue, on prend encore 3 interventions, ça te va, Martin? Le timing est bon. On en a 3. Olivier Chevalier, territoire de la côte ouest, île de la Réunion. Moi, j'ai un peu l'impression, c'était juste pour vous rappeler que la France, c'est pas seulement en Europe, et pour nous, ce qui nous concerne aussi dans l'océan Indien. J'ai un peu l'impression que nous, les régions et départements d'outre-mer, on est un peu dans l'âge 3 des SCOT. Oui, parce que ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on a des documents régionaux, qu'on appelle les schémas d'aménagement régionaux, les SAR. Alors, avec évidemment des contenus beaucoup plus différents. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que ça fait 2 SAR qu'on subit. Enfin, vous voyez, il y a un mot qui vient d'échapper de ma bouche, qu'on subit. L'avantage aussi d'avoir ces documents, c'est qu'on a de quoi critiquer. C'est toujours facile de critiquer le travail de quelqu'un d'autre. Donc ça nous permet de nous positionner, alors que ce soit aussi bien sur l'aspect réglementaire, mais si on interroge l'aspect réglementaire, c'est qu'on a un projet de territoire. Et comme l'a souligné le collègue tout à l'heure, on est là au service d'un territoire, de ses habitants et de sa biodiversité. Je rappelle que la Réunion est un spot en termes de biodiversité, qu'aujourd'hui les textes, mais bien heureusement aussi la prise de conscience des élus, des acteurs des territoires font qu'aujourd'hui cet H3, il est plutôt dans ce qu'on appelle une gestion intégrée du territoire. On a travaillé, nous, sur ce qu'on appelle la GIML, gestion intégrée mer littorale, qui était une petite expérimentation. Je ne sais pas si vous connaissez la Réunion, mais nous, on a quand même des pentes relativement abruptes. C'est pas la Belgique. Excusez-moi pour nos amis belges. On est sur des milieux qui sont extrêmement fragiles et du coup avec un temps d'inertie parfois extrêmement court. Et au moment où on commence à aller chercher des solutions, et parfois c'est un peu trop tard. Donc cet H3, moi j'ai un peu envie de vous dire que j'entends toutes ces craintes, toutes ces réserves par rapport à des schémas à l'échelle régionale. Ma foi, c'est un peu comme toutes les réformes qui arrivent. Au départ, comme disait le président tout à l'heure, on peste, puis finalement on compose avec. Alors nous on veut bien vous faire un retour d'expérience et vous êtes tous cordialement invités à visiter l'ensemble des régions et départements d'outre-mer et plus particulièrement la Réunion. Merci beaucoup. Je propose que les prochaines RNS... J'allais le dire, je vois le président qui sursaute sur sa chaise, donc... Saint-Denis. À mon avis, c'est mort. Oui, c'est la calculette. Donc on a le chiffre tout à l'heure, le chiffrage. Mais j'ai vu qu'avec la ministre, ça se passait bien pour avoir des financements en ce moment. Il faut en profiter. On bascule de ce côté pour les micros. Il y a j'ai vu 2 demandes. Voilà un micro qui arrive. Juste très rapidement, Manon Loisel, donc bureau d'études Acadie, j'ai travaillé également sur l'étude. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Michel Maillang tout à l'heure sur « et l'habitant dans tout ça », qui est quand même une question qui est revenue assez régulièrement, qu'on a eu du mal à traiter avec chacun d'entre vous, parce qu'on voit bien que c'est l'arlésienne, quoi. On juge tous que c'est à la fois une évidence et en même temps on ne sait pas comment le traiter. Et je trouvais que c'était intéressant de tuiler ça avec justement la question de l'interterritorialité et de se demander si finalement le SCOT serait pas l'outil pour penser autrement la citoyenneté dans des grands territoires, dans la ville en plus grand, comme vous disiez tout à l'heure, comme Daniel Béard, comme vous citiez Daniel Béard, et se dire que finalement, voilà, on est dans un mode de réflexion dans lequel, en général, on va concerter l'habitant, c'est-à-dire le dormeur, comme
explique Jean Viard, c'est la démocratie du sommeil. Est-ce que là, ce serait pas l'occasion, via les Scots, de penser une forme de tuilage avec la citoyenneté, mais élargie sur des grands territoires, et de faire prendre conscience qu'on n'est pas seulement habitant, on est aussi porteur de plein de trajectoires, mobiles, actifs, etc. Merci beaucoup Manon. J'avais vu une dernière main, mais je l'ai rêvée. Elle sera là, la dernière main. Vincent Lavignol, donc je suis un élu du SCOT Nord toulousain. Moi, ce que je voudrais dire au niveau de l'âge 2, c'est que j'ai un souhait. Et mon souhait, c'est le suivant, c'est que je voudrais que le SCOT soit un outil de citoyenneté. Je trouve que le SCOT a un bel outil qui va permettre effectivement l'arrêt des clivages politiques. Et vous parliez tout à l'heure de la notion effectivement de politique, et je trouve que le SCOT a formidablement ça en lui. Voilà. C'est peut-être aujourd'hui l'outil qui va permettre demain de se rapprocher de nos territoires, de nos citoyens. C'est peut-être l'outil qui va permettre que les élus, sans avoir de face cachée, de volonté d'avoir une vice-présidence de plus, ou d'avoir un mandat de plus, ou etc., ça va peut-être être l'outil qui va permettre qu'il y ait un engagement vraiment moteur des élus pour aller effectivement porter la bonne parole auprès de nos communes et de nos territoires. Voilà, en tout cas c'est mon vœu pieux, et j'espère que ça sera entendu par la majorité des élus, sachant que je fais une petite parenthèse pour les techniciens. J'ai trouvé qu'il y avait à l'intérieur de tous ces SCOT de formidables représentants techniques, des environnementalistes, des économistes, des urbanistes, une formidable en tout cas osmose de technicité. Et je pense que le réglementaire, la technique, ça y est, on l'a. Maintenant, il faut aller un peu plus loin, c'est peut-être un peu de politique autrement, et c'est mon souhait pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Martin, alors il demande la table ronde, puis on va conclure. Juste 2 observations. Une pour Laetitia. Je lui rappelle que ce qui nous différencie du singe, c'est 2% de l'ADN. Alors, c'est dans quel sens? Moi, je veux bien. En tout cas, je ne prendrai pas le risque. Pour ce qui concerne l'œcuménisme politique, quand on est dans un syndicat mixte avec des collectivités que l'on doit gérer, qui sont différentes, je pense que les problèmes politiques s'expriment moins que lorsqu'on est dans des choses qui sont plus intégrées, comme l'interco ou autres, où on a des majorités politiques qui gèrent. C'est un des points sur lesquels la subsidiarité me pose problème. Merci. Martin. Non, mais on peut donner oui, je vous en prie. Allez-y. J'avais une petite remarque parce que j'ai senti dans différentes interventions qu'il y avait une espèce d'opposition entre territoire de projet et SCOT. Et moi, je trouve ça hallucinant parce que un territoire de projet peut être aussi la préfiguration d'un SCOT dans des territoires qui n'étaient pas en capacité de mettre en place des SCOT. C'est ce qui est arrivé chez nous. Il y a eu d'abord le pays associatif, il y a eu le syndicat mixte, et c'est le syndicat mixte qui a mis en place le SCOT et qui le porte aujourd'hui, et il est exécutoire et il fonctionne. Donc voilà, moi j'ai trouvé, c'est la première fois que je venais à la fédération des SCOT, et c'est quelque chose qui m'interpelle, parce que je pense que les deux peuvent être complémentaires, ça dépend vraiment des territoires. Bien, non, mais merci de tous ces fils. Il faut qu'on les garde en nous et puis qu'on continue, parce que demain on continue sur l'âge 2. On a souhaité le faire avec les partenaires socio-économiques, donc des gens qui ne sont pas dans l'ingénierie que vous représentez, mais qui sont ceux que vous allez chercher. En même temps, je pense qu'on remettra demain des choses sur l'articulation, aménagement-développement, la place des développeurs, des choses sur la citoyenneté, sur lesquelles le rapport s'est exprimé. Mais Manon a éclairé un peu, mais il y a encore plein d'autres choses à se raconter. Voilà, il est tard, il faut absolument qu'on tienne le timing. Il faut maintenant relever le défi de la circulation des bus passant par les 27 hôtels. Tu nous expliques? Alors, non, je vais juste rendez-vous demain à 9h30. Une petite, je reviens. Ayant sévi quelques années à La Réunion, et Olivier le sait bien, je n'oublie jamais de rappeler l'expérience des SAR au club technique, et donc de rappeler qu'on avait déjà fait ce genre de choses. Donc je n'ai pas oublié ce passé-là, donc cet aspect-là, je l'ai toujours en tête.
Les bus, il semblerait que pour certains, c'était un peu confus tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire... Votez. Le plus simple. David, pour tous ceux... ne te tends pas des perches. Non, pour tous ceux pour qui c'est plus simple, 19h devant la Maison de la Culture. Ça, c'est ça. Yes. Et pour tous les autres qui ont encore un doute, on se voit à l'extérieur. Personnellement. Personnellement. Merci à tous.